Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaiterais remercier les organisateurs du colloque SFISO 13 de me permettre de vous présenter aujourd'hui quelques-uns des résultats des travaux de ma thèse qui ont en partie porté sur les analyses isotopiques deutérium et carbone 13 de molécules diagnostiques, donc des diterpènes, diagnostiques de goudron de pinacée. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu la méthodologie que nous avons employée, les objectifs que nous nous étions fixés, et aussi les résultats et surtout les difficultés que nous avons pu avoir pour cette application particulière en archéologie moléculaire sous-marine. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser au goudron de pinacée ? Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les pinacées sont des arbres qui recouvrent une bonne partie des forêts européennes et ont été de ce fait très utilisés par les hommes au cours de l'histoire, que ce soit en tant que bois de construction, pour la résine que l'on peut récolter par incision des arbres, ou encore pour le goudron que l'on peut produire par chauffe de bois de pinacée. Cette production de goudron étant attestée au moins depuis l'Antiquité en Europe, que ce soit par les archives historiques ou encore par les découvertes archéologiques. On a utilisé les goudrons pour des usages multiples, que ce soit en médecine, comme agent d'étanchéité, notamment dans le poissage des amphores, principalement destiné au transport des denrées alimentaires, notamment le vin, ou encore en technologie navale, donc par exemple pour le calfatage des embarcations, c'est-à-dire pour l'étanchéification des coques des navires, ou encore pour enduire les cordages, cette fois-ci c'est plutôt pour les rendre plus résistants dans le temps. Les goudrons sont généralement utilisés en seuls, mais peuvent aussi être utilisés en mélange avec d'autres substances, comme des résines, des bitumes ou des graisses. Je vais aujourd'hui m'intéresser exclusivement à la partie technologie navale, puisque en Europe, on a la chance, si je puis dire, d'avoir un parc archéologique d'épaves assez important, sur lesquels nous pouvons retrouver des fragments d'enduit noirâtre, donc sur la coque ou les cordages, ces fragments d'enduit organique étant nécessairement des petits indices qui vont nous permettre de retracer un petit peu la vie de ces épaves. Donc on a plusieurs questions qui se posent à notre niveau pour nous en tant que chimistes lors de la découverte de ces résidus. La première question étant d'identifier clairement la nature du matériau, puisque si on sait effectivement que les goudrons pouvaient être utilisés dans le calfatage, il est aussi décrit dans les textes historiques l'usage de résine seule. Donc là, on essaye de répondre un petit peu à cette question pour un peu mieux comprendre ce qui est décrit dans les textes. D'autre part, les goudrons sont produits selon des modes de fabrication qui peuvent varier en fonction des époques et en fonction des lieux. Donc nous allons chercher à savoir s'il est possible au niveau chimique de déterminer le mode de préparation utilisé pour les goudrons que l'on retrouve sur les bateaux. Et enfin, la dernière question, qui est peut-être une des plus importantes, est de déterminer l'origine botanique et géographique de nos matériaux, puisque l'on sait effectivement que dans le nord de l'Europe, les pins sylvestres et épicéas communs seront privilégiés pour la fabrication du goudron, car ce sont les arbres les plus présents dans cette partie de l'Europe. Par contre, le pin maritime, pin d'Alep et pin noir seront beaucoup plus présents dans le sud de l'Europe et de ce fait privilégiés pour la fabrication des goudrons. Ainsi, si nous arrivons à répondre à cette question de l'origine sur des matériaux archéologiques, à terme, nous pourrions essayer de mieux comprendre les routes commerciales des matériaux dérivés de pinacée, mais aussi l'industrie de la poix, principalement pour l'instant sur une échelle européenne. Quand je parle de poix, c'est synonyme dans ce cas-là de goudron de pinacée. Donc nous avons procédé selon à la fois une approche moléculaire et une approche isotopique en travaillant sur une quarantaine d'échantillons dont certains sont des échantillons d'origine biologique et géographique connue, qu'ils soient anciens, donc en provenance de sites archéologiques terrestres, ou de références fabriquées dans des musées d'archéologie expérimentaux. En parallèle, nous avons étudié des échantillons anciens et c'est à partir de ces échantillons-là de référence que nous essayons de déterminer la nature de ces échantillons anciens qui sont en provenance d'épaves qui proviennent soit du nord de la France ou du sud de l'Angleterre dans le cas du Marie-Rose, soit d'épaves qui sont issues d'un contexte plutôt méditerranéen allant jusqu'à l'île de Chypre dans le cas de l'épave de Mazotos. Pour ces échantillons, nous avons décidé d'appliquer un protocole de fractionnement fin que je vous présenterai tout à l'heure et d'analyser les molécules par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Nous avons pu, de par ce fait, identifier des biomarqueurs diagnostiques connus de pinacée dans tous ces échantillons, ces biomarqueurs étant des molécules à 20 carbone
qui sont des diterpènes, donc dérivés de la famille de l'acide abietique ici en E et de la famille de l'acide pymarique ici en B. L'identification de ces molécules permet d'identifier les échantillons anciens comme étant bien des matériaux dérivés de pinacées, mais l'information obtenue ici est trop large pour que l'on puisse se satisfaire de ceci. Nous avons aussi identifié des hydrocarbures aromatiques qui peuvent être soit formés par traitement thermique de ces acides résiniques, soit par altération diagénétique de ces mêmes molécules dans le cas de résines ou bois anciens. Par la suite, nous sommes allés rechercher un petit peu plus loin au niveau moléculaire pour caractériser de nouvelles molécules et évaluer leur potentiel chimiotaxonomique, et en parallèle, déterminer la composition isotopique en deutérium et carbone de molécules ciblées, diagnostic de ces pinacées, afin de voir ce que l'on pouvait en retirer. Une information importante à prendre en compte tout au long de ce type d'analyse est bien entendu les phénomènes d'altération au milieu sédimentaire marin qui vont nécessairement affecter nos échantillons en provenance des épaves alors qu'ils n'auront pas d'impact sur les échantillons connus puisqu'ils n'ont pas vécu dans ce type d'environnement. Donc le protocole expérimental que j'utilise est présenté ici sur cette diapositive et va consister à partir d'un échantillon brut à réaliser un extrait organique qui sera séparé sur colonne de silice sèche puis par chromatographie sur couche mince préparative en différentes fractions de polarité croissante. En parallèle, je vais réaliser une analyse dite globale qui va consister à partir de ce même extrait organique en une étape de dérivation suivie d'un protocole de fractionnement un petit peu plus grossier puisque nous allons juste récupérer d'un côté une fraction apolaire que nous analyserons par GCMS et une fraction polaire que nous n'analyserons pas. Ce protocole permet en parallèle d'avoir une vision globale de notre échantillon et une vision très fine en pouvant détecter des molécules qui ne sont pas détectables par ce protocole d'analyse globale mais qui ont pourtant un intérêt au niveau de l'identification des échantillons archéologiques. Alors sur les fractions hydrocarbures aromatiques et acides résiniques, qui sont les fractions les plus importantes dans ce type de matériaux archéologiques, nous avons décidé donc de les analyser par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse de rapport isotopique pour connaître la valeur en ΔD et ΔC13 des molécules diagnostiques d'épinacées dans les goudrons archéologiques. Alors comment cela fonctionne-t-il? Donc, je vais vous présenter un petit peu l'appareillage pour ceux qui ne l'utiliseraient pas forcément. Donc la première partie de l'appareil, c'est comme sur un GCMS classique, on va injecter notre mélange de molécules sur une colonne de chromatographie en phase gazeuse qui va permettre de séparer ces molécules. L'important est d'avoir une séparation suffisamment bonne pour qu'il n'y ait pas de coélution, car ceci fausserait les mesures ΔD et ΔC13. À l'issue de cette colonne de chromatographie, dans le cas de mesures en ΔD, les molécules vont être pyrolysées sur un four de conversion à haute température qui fonctionne à 1420 degrés et qui va permettre de récupérer donc tout l'hydrogène de nos molécules organiques sous forme de molécules de gaz H2 ou HD en fonction de la proportion de deutérium. Ces molécules de gaz sont ionisées sur une source d'ions de type impact électronique et les ions résultants vont être analysés sur un analyseur de type champ magnétique et les ions donc de M sur Z2 et 3, correspondant respectivement aux molécules H2 et HD, vont pouvoir être comptabilisés et ainsi nous pouvons mesurer la valeur du ΔD d'une molécule particulière au sein d'un mélange de molécules sur notre échantillon archéologique. Alors pourquoi est-ce qu'on a réalisé une étude isotopique? Parce que c'est un petit peu la question qu'on pourrait se poser dans ce type d'application-là. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne peux pas vous détailler ici tous les résultats de l'étude moléculaire puisque ça serait trop long, mais pour résumer, nous avons pu déterminer des molécules qui sont des marqueurs de chauffe de bois et qui nous permettent de discriminer les résines et goudrons. Ainsi, la première question que l'on se posait a finalement trouvé sa réponse au niveau de l'analyse moléculaire. Nous avons aussi des informations qualitatives par rapport au traitement thermique subi et aux phénomènes d'altération qui ont impacté les échantillons archéologiques. Par contre, au niveau moléculaire, il est extrêmement difficile d'avoir un marquage fiable de l'origine botanique et géographique de nos échantillons, alors que c'est une des questions principales auxquelles les archéologues cherchent à répondre. Donc c'est pour ça que nous nous sommes tournés vers l'isotopie, puisque donc, si l'on fait un bref rappel, la composition isotopique des molécules biosynthétisées par les plantes en hydrogène et en carbone va être directement liée
aux voies biosynthétiques utilisées par les plantes. En ce qui concerne le carbone, on a aussi des variations en fonction de la source de carbone, du mode de fixation utilisé par les plantes, donc une signature assez particulière suivant les plantes considérées. D'autre part, la composition isotopique en deutérium, cette fois-ci des lipides biosynthétisés, est variable en fonction de la composition isotopique de l'eau de pluie qui va alimenter la plante. Or, celle-ci est variable en fonction de la zone géographique où l'on se situe. Donc, ce que nous nous sommes dit, c'est qu'il était tout à fait envisageable que les acides résiniques que l'on retrouve dans nos goudrons et qui sont en fait natifs de ces plantes qui servent à fabriquer le goudron, auraient pu conserver quelque part une signature de l'origine géographique ou botanique initiale de la plante. Donc c'est ce que nous sommes allés rechercher. D'autre part, ces acides résiniques forment par traitement thermique les hydrocarbures aromatiques. Or, les différents modes de préparation qui ont existé pour la fabrication des goudrons demandent généralement des températures différentes, pouvant varier entre 300 degrés et 700-800 degrés. Là encore, nous nous sommes dit qu'il était peut-être possible que ces variations de température aient pu induire une variation du marquage isotopique sur ces molécules-là formées par traitement thermique. Enfin, la plupart de ces molécules, donc hydrocarbures aromatiques, peuvent aussi être formées par altération diagénétique. Là encore, pourquoi ne pas imaginer que ces molécules puissent avoir une signature isotopique différente en fonction du mode de formation qui a conduit à les produire, s'il s'agit d'un processus plutôt thermique ou plutôt de type altération diagénétique. Donc, je vais vous présenter ici les résultats que nous avons obtenus sur une étude réalisée sur des échantillons de référence au départ en delta D, avec tout d'abord 5 échantillons de goudron fabriqués à partir de pins sylvestres en provenance d'Allemagne ou du sud de la Suède. Donc les valeurs que nous obtenons pour 3 acides que j'ai ciblés, car ce sont souvent des acides majoritaires dans les goudrons, donc l'acide pimarique ici représenté par le disque noir, l'acide abietique représenté ici par le triangle noir, et l'acide déhydroabietique représenté ici par le carré noir. Donc les valeurs sont situées entre moins 235 pour 1000 et moins 270 pour 1000, les valeurs les plus enrichies en deutérium correspondant à l'acide déhydroabietique. Et si je rajoute donc les valeurs obtenues pour les 4 autres échantillons de goudron fabriqués à partir de pins sylvestres, on est plus ou moins dans les mêmes gammes de valeurs au niveau du delta D, mais ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que les 3 échantillons de goudron fabriqués à partir de pins provenant exactement de la même forêt ont des valeurs très similaires en ce qui concerne le delta D de l'acide pimarique et de l'acide déhydroabietique. On pourrait éventuellement ici penser avoir un reflet donc de l'origine géographique identique pour ces 3 échantillons, et on exclurait par contre une influence potentielle du traitement thermique sur le delta D de ces molécules, puisque ces 3 échantillons-là de goudron ont été fabriqués par contre selon des modes de préparation différents. On aurait donc des valeurs un peu différentes pour les autres échantillons de goudron de pins sylvestres. Ces variations seraient à ce moment-là peut-être liées donc à l'origine géographique différente pour ces échantillons de goudron. En ce qui concerne les valeurs obtenues pour l'acide abietique, ici représenté par les triangles, nous n'avons pas de regroupement visible sur ces valeurs-là. Nous avons une dispersion totale de ces résultats qu'il n'est pas forcément aisé d'expliquer à ce niveau-là. Alors, qu'en est-il pour les valeurs en delta D des hydrocarbures aromatiques qui sont ici formés exclusivement par traitement thermique de ces acides résiniques? Donc, nous pouvons voir que dans le cas de l'hydrocarbure monoaromatique, donc on est toujours vers des valeurs aux alentours de moins 200 pour 1000, mais ces valeurs augmentent. On a un enrichissement certain en deutérium lors du phénomène d'aromatisation qui accompagne la chauffe, puisque nous avons ici l'hydrocarbure diaromatique, puis les hydrocarbures triaromatiques. Malgré cet enrichissement en deutérium qui conduit donc à une évolution du delta D des molécules, nous pouvons constater que nous avons une conservation de l'égalité des valeurs sur les échantillons de goudron de pins sylvestres pour lesquels je vous avais dit tout à l'heure donc, que les valeurs étaient très similaires au niveau du delta D de l'acide pimarique et de l'acide abietique ici. Nous avons une conservation de cette égalité de valeur sur l'hydrocarbure diaromatique ici, donc cette molécule-là, et sur les 2 hydrocarbures triaromatiques que nous pouvons voir ici.
Je vais rajouter maintenant donc, sur ce graphique les valeurs en delta D obtenues pour un échantillon de goudron de pin noir fabriqué à partir d'un arbre qui a poussé en Allemagne aussi près de Berlin. Et les valeurs obtenues pour un échantillon de goudron fabriqué à partir de pin rigide, qui a normalement donc, une aire de répartition naturelle située aux États-Unis, mais là il s'agit d'un arbre provenant d'un jardin botanique en Allemagne. Donc les valeurs de delta D obtenues pour les différentes molécules diagnostiques de pinacée sur le goudron fabriqué à partir de pin noir sont présentées ici en orange. Et les valeurs obtenues pour l'échantillon de poids de pin rigide sont présentées ici par les flèches en violet. Nous pouvons voir que nous sommes exactement dans les mêmes gammes de valeurs que pour les échantillons de goudron fabriqués à partir de pin sylvestre et qu'il est assez difficile de faire une discrimination sur cette base-là. D'après ces premiers résultats, il n'est pas aisé de voir une relation entre le delta D et l'origine botanique pour des échantillons de goudron frais. Par contre, il serait peut-être envisageable d'avoir une relation entre le delta D et l'origine géographique dans le cas des échantillons de goudron frais, bien que l'étude reste à poursuivre à ce niveau-là. Que se passe-t-il maintenant au niveau des échantillons archéologiques qui nous intéressaient plus particulièrement et qui ont été altérés en milieu sédimentaire marin? Donc, je vais tout d'abord vous montrer l'effet de ce type d'altération au niveau de l'empreinte moléculaire de ces matériaux. Donc, ce que nous avons pu constater, c'est que l'altération en milieu sédimentaire marin conduit à une saturation des acides de type abietique et donc à la formation de cet acide dit tétrahydroabietique, donc complètement saturé, ce qui est absolument typique de ce type d'altération. D'autre part, ceci est en général combiné à une forte augmentation de la proportion de l'hydrocarbure monoaromatique, ici présenté par la croix, et l'hydrocarbure diaromatique. Au niveau des valeurs isotopiques, donc en delta D de ces différentes molécules qui sont représentées ici en vert, il n'y a pas forcément une grande différence au niveau des valeurs des delta D des acides résiniques et des hydrocarbures triaromatiques. Mais nous avons pu par contre constater que les valeurs obtenues pour le delta D de l'hydrocarbure monoaromatique et diaromatique étaient assez basses par rapport aux autres échantillons de goudron. Ceci s'est trouvé être vrai dans tous les cas d'études que nous avons pu réaliser au cours de ces travaux, puisqu'ici donc, ce sont tous les points qui correspondent aux différents échantillons que j'ai pu analyser. Et à chaque fois, les valeurs les plus appauvries pour l'hydrocarbure monoaromatique et diaromatique correspondent exclusivement à des échantillons pour lesquels ces molécules sont formées de façon prédominante par altération diagénétique. Ainsi, si au niveau des valeurs delta D et des acides, il n'est pas forcément évident de voir une relation avec une origine quelconque de l'échantillon, on a par contre un marquage très fort de l'altération de ces matériaux archéologiques. D'autre part, nous avons pu aussi constater que l'intensité d'enrichissement en deutérium lors du passage de l'hydrocarbure monoaromatique à diaromatique était totalement liée au processus qui a conduit à la formation de ces molécules. Ainsi, cette intensité d'enrichissement est très forte lorsque ces molécules sont formées exclusivement de par le stress thermique lié à la fabrication des goudrons, alors que cette intensité d'enrichissement en deutérium est beaucoup plus faible lorsque ces molécules sont formées de façon prédominante par les phénomènes d'altération diagénétique. Donc, en conclusion sur ce que je vous ai présenté ici, donc, au niveau de l'étude moléculaire, celle-ci reste tout de même nécessaire. De toute façon, ça c'est bien entendu le cas lors de l'analyse de matériaux archéologiques. Et cette étude nous permet d'avoir des premières pistes de réponse pour identifier clairement les matériaux organiques en contexte archéologique sous-marin. Par contre, il nous manque encore des informations à partir de cette seule base-là. Donc nous nous sommes dirigés vers une étude isotopique qui a permis de mettre en évidence au niveau de l'étude sur les poids de référence qu'il n'y avait certainement pas de relation entre le delta D et l'espèce de pin utilisée pour la fabrication des goudrons. Par contre, cela nous intéresserait maintenant d'aller voir au niveau des autres genres de pinacées qui ont aussi pu être utilisés pour la fabrication des goudrons dans l'histoire, donc Abies et Picea par exemple. Il pourrait y avoir éventuellement une relation entre le delta D des molécules diagnostiques et l'origine géographique des échantillons, mais l'étude reste à poursuivre à ce niveau-là.
Au niveau des échantillons archéologiques que j'ai pu étudier, les phénomènes d'altération sont ceux qui vont principalement influencer sur le delta D des molécules au final. Donc je ne sais pas s'il est possible d'avoir un marquage encore de l'origine géographique sur ce type de matériaux. Nous continuons à chercher un petit peu de ce côté-là tout de même. Au niveau des mesures de delta C13, alors je ne vous les ai pas présentées ici, puisqu'en fait nous avons constaté sur tous les échantillons, qu'il s'agisse d'échantillons frais ou d'échantillons archéologiques, une relative stabilité du delta C13 pour les molécules diagnostiques de pinacée sur un même échantillon. Voilà, donc je souhaiterais remercier tout particulièrement le docteur Pierre Adam et le docteur Armel Charrier qui co-dirigent cette thèse, de même que le docteur Jacques Conan et madame Estelle Moch-Mastio qui participent activement à ces travaux. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.